Avez-vous un petit ami ou une petite amie? Un conjoint que vous chérissez corps et âme? Imaginez qu'un matin, cette personne ne soit plus du tout la même. Même physiquement, mais sa façon de parler, ses gestes, son comportement, ses actions sont totalement à l'opposé de la personne que vous connaissez. Imaginez cette même personne un jour se métamorphoser devant vous. La peau qui fond, les yeux qui saignent et changent de forme, devient violente et possède une force phénoménale et vous avez peur de cette personne en face de vous. Elle est clairement possédée par une force démoniaque. Je suis désolé pour vous, mais vous venez d'entrer dans la lumière noire et nous allons plonger ensemble dans cette sombre affaire. Qui que vous soyez, bienvenue dans la lumière noire. Notre histoire débute avec celle d'un petit garçon, Maurice, né en 1935, fils d'un couple d'agriculteurs vivant au Québec. Maurice a 9 ans quand le couple achète une ferme aux États-Unis pour y déménager. Situation financière difficile, le gamin doit bosser autant que ses parents afin de subvenir aux besoins de la ferme et du cocon familial. Un jour, alors qu'il est en train de faire ses corvées, il passe pas loin de la grange et discerne des bruits un peu anormaux, il s'approche de la grange et colle son œil à une entr'ouverture entre deux planches rouillées. Il aperçoit son père en train de s'adonner à des pratiques sexuelles avec une vache. Une vision qui marquerait n'importe qui d'entre nous au fer rouge, n'est-ce pas? Et si seulement l'histoire s'arrêtait là. À ce moment-là, en plein acte, le père se rend compte qu'il est espionné par son fils. Il rentre dans une fureur noire, se met à lui courir après, il l'attrape et va lui obliger à faire exactement la même chose. À partir de ce jour-là, vous imaginez bien, l'enfant n'eut de cesse de détester et de haïr son paternel. Il alla jusqu'à invoquer des forces sombres, jusqu'à dire « Je préfère servir le diable en personne plutôt que de servir mon père ». Son père lui rendit bien la monnaie en le frappant régulièrement, jour après jour, jusqu'à l'âge de ses 21 ans qui, je vous le rappelle, et la majorité aux États-Unis. Le jour pile de son anniversaire, il décida de prendre son sac et de partir dans le plus grand des soulagements. Au fil des années qui passèrent, il était victime de crises extrêmement violentes, il devenait agressif, sans doute dû au traumatisme de son enfance ou autre chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais su garder une femme à ses côtés à cause de ce comportement, de ces crises qu'il ne pouvait pas contrôler. Lors d'une de ces crises, sa copine de l'époque a même vu du sang couler sur la croix qui était accrochée au mur. Donc là, on se rend compte de quel genre de crise on parle, il y a vraiment un problème. En 1979, il tombe fou amoureux de Nancy, une jeune femme, c'est réciproque, ils se marient, vivent ensemble et font 2 filles. Il a toujours ces crises mystérieuses, mais Nancy arrive à le canaliser, là où les autres échouaient, elle arrive à apporter un peu de douceur et à le ramener à la raison assez rapidement, avant qu'il ne fasse trop de dégâts. 3 ans plus tard, il reçoit une nouvelle bouleversante. Son père s'est donné la mort avec son fusil de chasse, il s'est tiré en pleine tête, juste après avoir tué son épouse. Malheureusement, cette nouvelle ne fut qu'accentuer les troubles et rendit ses crises plus violentes. Ça réveillait toute une sorte de choses qu'il fuyait en fait toute sa vie. Voilà, plus violent, plus agressif. Le plus phénoménal dans l'histoire, c'est que sa force était à chaque crise décuplée. Ils avaient une statue dans leur jardin qui pesait 200 kg et il lui est arrivé de la porter à bout de bras. C'est à partir de là que les choses devenaient dangereuses autant pour sa femme que pour ses 2 filles, et même pour lui, car chaque fois que la crise était terminée, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. C'est comme si quelqu'un était rentré dans son jardin, dans sa maison, avait tout foutu en l'air et était reparti. Donc il a décidé d'entreprendre les grands moyens et d'aller en parler carrément à la police, mais aussi à une équipe de psychiatres compétents. C'est là que ça commence à sentir le roussi. On parle bien de psychiatre, attention, on ne parle pas d'évêque ou de prêtre. Maurice, après avoir passé 1 mois chez les psychiatres, le diagnostic est complètement dingue. Je cite, « D'après eux, Maurice est habité par une force démoniaque. » Et là, moi, ce qui me fait le plus frissonner dans l'histoire, c'est qu'on parle de médecin, c'est la médecine qui parle. Et ça, c'est dingue.
C'est à partir de là que le couple s'est dirigé vers un évêque. Il a autorisé une série d'exorcismes sur lui. Malgré la mauvaise qualité vidéo de l'époque, on distingue clairement le visage de Maurice fondre sur place. Ses yeux changer de forme et une énorme entaille sur le côté gauche de son front s'élargir. Le plus impressionnant reste son calme. Son visage brûle littéralement et l'homme reste complètement stoïque, le regard vide, comme si son esprit était ailleurs. Après cette série de consultations effrayantes, l'homme a l'air d'aller beaucoup mieux. La cadence de ses crises ralentit et elles sont de moins en moins violentes. Une vie commence à être possible avec la femme de Maurice, donc Nancy, et leurs 2 enfants. Jusqu'au jour où il pète littéralement les plombs et fera la crise la plus violente de toute sa vie. En effet, c'est un soir, quand Nancy rentra, il braqua un fusil dans sa direction. Regard noir, menaçant. Il se mit à se débattre tout seul avec son fusil, comme si de force était en lui. Nancy se précipita sur le fusil pour lui retirer des mains, et se prit une balle dans le bras. Maurice continua de se débattre et regarda sa femme en lui disant « Tu te rappelleras de ça toute ta vie », juste avant de se tirer une balle en pleine tête. Quoi qu'il en soit, je suis certain que vous pensez la même chose que moi, il y a anguille sous roche, encore une fois, dans cette affaire, et nous allons voir ça, comme d'habitude, ensemble. Tout comme le premier épisode de Lumière Noire, on ressent ici une volonté d'accentuer les faits. Pour ce faire, nous avons les médias qui ont très soif de ce genre de choses, et nous avons l'entrée en scène des Warren. Je sais pas si vous connaissez leurs œuvres, elles ont bien souvent été adaptées dans des œuvres cinématographiques comme The Conjuring 2. Dans ce domaine-là, les ricains sont doués pour ça, beaucoup plus que nous, ils sont beaucoup plus superstitieux et du coup arrivent forcément à plus surjouer les choses plus qu'elles ne le sont, ça c'est une certitude. Des sons, du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle, des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Alors attention, quand je dis ça, je ne remets pas en doute tout le témoignage du duo Warren. Mais ça me semble, comme je vous le disais tout à l'heure, tellement insensé qu'une équipe de docteurs parle de forces démoniaques, j'ai jamais vu ça, je sais pas pour vous. Et puis pourquoi, sur le rapport, ils font mention d'une force démoniaque sans pointer du doigt le passé traumatisant qu'il a subi à la ferme avec son père. Tout mon raisonnement, là, jusque-là, tient debout, seulement, il y a le couac, la vidéo du rituel. Alors celle-là, je peux te dire, je l'ai repassée en boucle et en boucle, chaque minute, chaque seconde. On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. J'ai beau pouvoir expliquer rationnellement tout le reste, mais là, je sèche complètement. Il est pratiquement impossible de pouvoir remettre en cause la véracité de ces images. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a aucune trace d'un quelconque trucage dans un premier temps. Je m'explique. À cette époque-là, on pouvait déjà commencer à monter, à truquer une vidéo, mais avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, ça serait très facile à voir. Que ça soit un filtre, un carré, l'image coupée, il n'y a rien de tout ça. Seule façon de faire, si on ne peut pas truquer la vidéo en elle-même, truquer le rituel en lui-même, c'est-à-dire maquiller Maurice pour l'occasion. Autant je peux expliquer le maquillage, mais les yeux ça ne trompe pas. Les lentilles de contact existaient, mais c'était uniquement des lentilles de vue et non de décoration comme vous avez tout pour la fête aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, j'ai fait des recherches sur les différentes malformations de pupille. Est-ce que notre pupille peut se transformer lors d'une forte fièvre, crise de colère ou d'une transe? Je n'ai pas trouvé la moindre chose qui s'apparente à ça. La seule chose possible, c'est une malformation de la pupille. À ce moment-là, tu l'as de ta naissance jusqu'à ta mort. Et encore, ça n'a pas cette tête-là. Les malformations que tu peux avoir au niveau des yeux, c'est des doubles pupilles.
fait double pupille, ça te fait 2 ronds dans les yeux, c'est tout. Là, on a vraiment un œil de serpent. Faut savoir quand même que la personne qui filme le rituel, c'est un policier sous serment. Ça me paraît bizarre qu'ils aient fait un canular sur cette vidéo, surtout qu'elle est assez ancienne, qu'elle a été vue par pas mal de youtubeurs, récemment Poisson Fécond. Le seul accent que je pourrais mettre sur cette vidéo, genre le gros point d'interrogation, c'est qu'ils disent qu'on voit sa transformation à l'écran. En vidéo, on voit le mec se transformer. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Du début de la vidéo jusqu'à la fin, il a la même gueule. On nous dit qu'on voit une entaille apparaître et s'agrandir. Tout ce qu'on voit, c'est un zoom sur son visage. Du coup, on voit mieux l'entaille. On voit pas de transformation réelle. Dès le début de la vidéo, il a la gueule qui flotte, ça fond, il y a l'ouverture au niveau de sa joue, voilà. Après, pour le coup aussi, je ne connais aucune maladie capable d'infliger ce genre de dégâts sur un visage, hormis grosses maladies comme la peste, le choléra, la lèpre, mais à ce moment-là, une maladie qui t'atteint tous les jours, pas lors d'une crise. Ce que je vous invite à faire quand même, c'est de vous poser ces quelques questions avec moi. S'il avait réellement le mal en lui, toute sa vie, pourquoi il a jamais tué son père? Avec la haine qu'il avait, pourquoi il a jamais tué son père? Même si celui-ci est mort dans des circonstances totalement mystérieuses. Avant que Maurice ne se tue, il avait une interdiction du juge de s'approcher de Nancy, ou peut-être la peur de l'abandon, combinée à son traumatisme, lui a fait péter les plombs. Ça, c'est une deuxième hypothèse. J'ai aussi repéré un deuxième couac. Nous avons donné l'interview de la fille et l'interview de la mère. C'est relativement semblable, hormis un détail que je trouve assez gros. Le témoignage de Nancy raconte qu'il semblait se battre contre son fusil avant de tirer. Mais le témoignage de sa fille, qui a vu toute la scène aussi, est différent. Apparemment, il semblait stoïque et très réfléchi dans ses gestes. Et dès qu'elle est entrée, il l'a braquée et lui disant qu'il voulait lui parler. Mais elle a refusé et insistait pour qu'il parte. Il lui a alors tiré dans le bras. Il l'a traîné dans la maison. J'essayais de l'aider, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit « Regarde-moi et rappelle-toi bien ceci ». Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices. Pourquoi Nancy, du coup, aurait inventé le fait qu'il se bat contre son fusil? C'est quoi le projet? Est-ce que, du coup, tout ça, c'est pour encore théâtraliser? Rajouter un effet spectaculaire, genre il y a 2 personnes en lui et on sait pas qui c'est qui va tirer? Si c'est vraiment ça, c'est vachement malsain de la part de la femme. Ou alors après, c'est la fille qui était peut-être un peu jeune et qui a pas compris ce genre de choses, qu'il a pas vu, c'est aussi possible. Ça, pour le coup, pour la seule façon de le savoir, ça serait de les questionner, quoi. Mais enfin, ça reviendrait au même, chacun dira ce qu'il veut. Et alors là, pour vraiment comprendre, il faut dévorer à pleine couture les différents dossiers Warren, essayer de comprendre leur façon de faire. Est-ce que eux aussi ils sont dans une démarche de sensationnel, ou alors pas du tout, ils sont vraiment sincères, et ils ont une chance de dingue de tomber sur des dossiers comme celui-ci, sur des enquêtes aussi violentes que ça. Que ça soit les enquêtes les plus effrayantes et les plus intrigantes du monde, qu'on en fasse même des films hollywoodiens aujourd'hui. Pour celle-ci, je ne peux pas affirmer haut et clair que c'est un canular, qu'ils ont déguisé l'œuvre d'un fou en l'œuvre du diable. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est que vous me répondiez en commentaire et m'expliquiez ce que vous en pensez personnellement. Je vous ai expliqué tous les faits. Le dernier doute vraiment pesant, c'est l'incohérence de témoignage entre la mère et la fille. L'affaire reste donc à suivre. Je vous laisse quitter tranquillement la lumière noire et regagner vos foyers à l'abri du danger. Je vous souhaite une bonne soirée.